Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Coalition. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Assil Toufaili, ancienne internationale libanaise, docteur en STAPS. Assil est spécialisée sur les questions de socialisation des joueuses, les freins structurels à leur développement et surtout l'analyse des leviers qui peuvent permettre d'accélérer le développement du football féminin en France comme ailleurs. Elle est aussi la créatrice du réseau Femmes dans le sport, une communauté qui est pensée pour faire circuler l'entraide, les connaissances et les connexions entre femmes du secteur. C'est donc une invitée parfaite pour notre podcast sur l'économie du sport féminin, avec son expérience qui va du terrain à la recherche et aux réflexions sur les éléments permettant de transformer l'écosystème. Bonne écoute. Bonjour Assil. Bonjour Sophie. Écoute, je suis très heureuse de te recevoir dans Coalition. Ça fait longtemps qu'on voulait faire un épisode ensemble. On en avait parlé en novembre et ben finalement on y arrive en juin. Écoute, ton parcours est incroyablement riche alors que tu es encore toute jeune. Euh, et j'ai très envie que tu puisses le partager avec celles et ceux qui vont nous écouter. Alors, tu es libanaise. Tu as été internationale de football dans ton pays, milieu de terrain, je crois, C'est ça. c'est ça? Tu es venue en France pour devenir, depuis peu, docteur en STAPS avec une thèse qui a un titre qui est absolument fantastique. «Je suis née pour jouer au football», c'est ça? Et à fond. Et moi, ça me touche particulièrement parce que, moi, quand je suis née, en France, on n'avait pas le droit de jouer au football quand on était une fille. Donc le titre de ta thèse m'a marquée. Hem et tu l'as donc le sous-titre, c'est, «Les modalités de socialisation des jeunes footballeuses, études comparées en France et au Liban». Alors, on va commencer par ton parcours. Dis-nous un petit peu avec tes mots, ton parcours de footballeuse et pourquoi tu es venue en France et comment tu te retrouves là maintenant? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Comme tu l'as dit, on aurait bien parlé de cet épisode. Je vais pas trop parler du parcours dès le début. Moi, j'ai vraiment commencé à jouer au foot très jeune, vers l'âge de 3 ans, 4 ans. J'étais tout le temps avec mon père, je l'accompagnais de partout et quand mon petit frère est né, on jouait au foot tout le temps. Vraiment, c'était du foot 24 heures sur 7. À chaque fois qu'on rentre de l'école, on n'avait même pas le temps pour les études, c'était pour le foot. Et c'était à une époque où le foot n'était pas tellement développé au Liban et j'étais la seule dans toute ma région, donc du sud du Liban, qui faisait du foot. Bien sûr, il y a eu tous ces commentaires de la part, des membres de la famille: «Pourquoi vous laissez votre fille, pratiquer un sport, pour les garçons, pour qu'elle aille faire, je sais pas, du basket ou du piano» et tout ça. Et mon père voulait vraiment que je reste dans le foot et ma mère était vraiment derrière moi. Elle me soutenait à fond, elle aussi. Ce qui est, des fois aussi rare, on pourra en parler. Et en fait, à force de jouer, à force de consacrer tellement de temps, j'ai fini par apprendre qu'il y a du football au Liban, du football des femmes, au football féminin au Liban. Parce que moi, c'était juste, sur les journaux, des fois, je voyais le nom de Martha passer, de Eugénie Le Sommer et de Amandine Henry. C'était vraiment les 3 prénoms qui sortaient à chaque fois. J'ai appris qu'en fait, je peux faire du foot au Liban. C'est tout à fait possible. Il y a une équipe nationale, il y a un championnat. Et je me suis inscrite dans un premier club et de là-bas, j'ai enchaîné avec plusieurs clubs. J'ai commencé à jouer avec l'équipe nationale, mais c'était pas toujours, tout rose. Il y avait toujours beaucoup de problèmes, beaucoup Mmh. d'inégalités de traitement, beaucoup de conditions défavorables. Et en fait, j'ai voulu comprendre pourquoi. J'ai voulu comprendre pourquoi j'avais une telle passion pour le foot. En même temps, c'était impossible pour moi d'imaginer qu'un jour je pourrais vivre juste grâce au foot. Je savais bien qu'à un certain âge, j'allais tout abandonner, et faire mes études, trouver un emploi à temps plein parce que je ne touche rien au foot. Et en quelque sorte, ça m'a avec cette petite volonté en moi de vouloir créer un changement ou aider à contribuer à ce changement que, en fait, j'ai voulu faire cette thèse. Parce que c'est très bien de parler et de dire qu'il y a beaucoup d'inégalités, mais en fait, faut administrer un peu la preuve. Elle est où la preuve? Tu me dis que personne qui touche de l'argent, mais que disent les autres filles? Est-ce qu'elles sont d'accord? Est-ce qu'elles ont eu le même parcours, les mêmes obstacles? Donc j'ai un peu construit cette thèse en allant entre le Liban et la France, en voulant en fait trouver des questions à mes propres problèmes en quelque sorte, tu vois?
Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, tu as eu ton expérience terrain, pratique, et puis ensuite, donc, tu as mené cette recherche pour, comme tu dis, administrer la preuve, ce qui permet aussi, en fait, de regarder les choses d'un point de vue systémique. Et c'est ça, à mon avis, la grande force enfin, au-delà de tout ce qu'elle apporte, hein, de ta thèse, c'est vraiment d'analyser les choses d'un point de vue systémique à travers et ben une méthodologie qui est précise, qui est construite et qui, une fois que tu as analysé le système, ben, te permet de réfléchir à des façons de l'améliorer, en fait. Fait, il y avait tu sais, il y avait un peu ce côté en construisant un peu la thèse avec, Cécile Otogali, Marie-Carmen Garcia. En fait, l'objectif, tout d'abord, moi, j'étais un peu lancée du côté du management du sport. Parce que je voulais surtout travailler un peu sur le leadership des filles. Donc après la carrière, on fait quoi? Donc un peu l'après-carrière. Et c'est grâce un peu à ces échanges avec, Cécile et Marie-Carmen, qu'en fait, j'ai eu cette réflexion comme quoi je connais le système libanais par cœur. J'ai vécu où j'étais vraiment baignée dans ce milieu pendant des années et des années, je le connais par cœur. En fait, j'avais tellement cette approche très objective, subjective pardon, que je devais en quelque sorte prendre un peu de recul pour avoir cette objectivité et bien comprendre. Et cette analyse avec un milieu que je connaissais pas du tout, le milieu français en fait, m'a permis Oui, d'avoir, comme tu l'as dit, tu vois, savoir bien juger, bien analyser et en quelque sorte transférer ou transformer les résultats de cette thèse en outils concrets. Parce que c'est ça l'objectif. J'ai pas écrit 500 pages juste pour les mettre oui, dans le couloir, tu vois. C'était surtout pour comprendre absolument. quoi faire au Liban, comment améliorer la situation au Liban, mais en même temps en France, qu'est-ce qui marche pas? Les filles, c'est quoi le ressenti des filles elles-mêmes? Est-ce que c'est toujours les mêmes problèmes que ceux, au début des années 2000? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que ça va mieux? Donc c'est un peu avoir ce recul tout en pouvant un peu avoir, ma propre réflexion parce que j'étais moi-même dans ces conditions. D'accord. Et ce qui c donc tu as fait des recherches au Liban, tu as fait des recherches en France, notamment avec une immersion au centre de formation de l'Olympique Lyonnais, si je suis exacte, entre autres, hein, mais ça a été une partie assez importante, en fait, de ton travail. Qu'est-ce qui, Qu'est co comment tu peux nous résumer finalement ce que tu as trouvé dans tes recherches? Et du coup, ces freins, dont on parle souvent, mais toi, bah, tu peux nous en parler de manière beaucoup plus précise et qui soient, structurels, familiaux, que ça vienne des normes sociales, que ça vienne des infrastructures ou quelle est un peu ta lecture, de la situation? Et parlons-en, enfin, avec ta lecture croisée entre la France et le Liban. Tu vois, par exemple, je sais que c'est très long comme thèse, tu vois? Donc, ce que j'essaye de faire un peu, c'est de toujours résumer ou de simplifier un peu ces résultats. Moi, je les divise en plusieurs catégories. Les 2 les plus importantes pour notre échange aujourd'hui, c'est tout ce qui est, lié directement à la socialisation des jeunes et le deuxième point, c'est tout ce qui est lié aux conditions de pratique. Par exemple, pour tout ce qui est, la socialisation de ces jeunes, en fait, j'ai suivi toutes les filles pendant mon immersion dans le club. J'étais dans les 2 clubs, un en France, un au pays, un au Liban, je suivais les filles. J'essayais de voir un peu comment, elles se comportent au quotidien, qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce qu'elles, font, comment elles mènent un peu leur vie avec ce projet sportif très intense ou ce mode de vie très intense et en même temps, j'ai voulu savoir ce qui s'est passé avant. OK, toute une partie avant l'arrivée dans un club, en fait, comment tu as commencé à faire du foot? Et ce que j'ai Oui, remarqué que là, il y a beaucoup de similitudes entre le Liban et la France. Peut-être avant de commencer la thèse, je n'avais pas trop pensé à cela, mais en fait, il y a eu beaucoup de points communs dans le sens où dans les 2 pays, c'est un sport fait par les hommes pour les hommes. C'est un sport à forte, connotation masculine, où les femmes ont vraiment eu du mal à s'imposer, déjà à l'intégrer. Dans les 2 pays, il y a une très forte,
présence, des hommes de l'entourage, que j'appelle les hommes de l'entourage comme, plusieurs chercheurs avant moi. Ça veut dire si le père ou le frère font du foot, bah, toi tu vas faire du foot en tant que fille. C'est, vraiment D'accord, j'avais, 15 filles de chaque pays, même plus, et toutes les filles, elles avaient toutes soit un père, soit un frère et soit un oncle, au cas où il y a pas un frère qui fait du foot, qui faisait du foot, et c'est lui qui a poussé la fille à faire du foot. Après vient un peu cette présence des city-stades, une présence de foot à l'école, une participation à l'école, et là c'est là où il y a des freins, dans le sens où tu as pas le droit de jouer avec nous, on est des garçons entre nous, tu as pas le droit de jouer. S'enchaîne une autre étape où, OK, maintenant je ne joue pas plus avec les amis, je joue d'une façon un peu plus, officielle au sein de clubs, et c'est là où il y a une socialisation d'accord, dans le monde du sport où, bah, en fait, vous êtes là, mais les garçons sont là. Donc la priorité, c'est pour toujours pour les garçons, oui, et c'est toujours, comme ça, à travers cette approche ou cette accroche que j'ai pu, heu, partir vers l'autre, grande, grand côté de résultat, c'est conditions de pratique, où c'est très bien, d'accord, tu fais tout, mais tu restes, dans un sport amateur. S'il y a toi et il y a les garçons, il y a une équipe de filles, une équipe de garçons, bah, c'est qui a la priorité des terrains? C'est les garçons. Qui a la priorité du temps? C'est les garçons. Qui touche de l'argent? Les garçons, c'est pas les filles. Donc c'est là où on voit il y a un peu une fragilité des statuts. Bah, la fille n'abandonne pas les études, faut faire des études parce que le projet est très fragile. On n'est pas sûr de pouvoir avoir une carrière professionnelle. Même si on a une carrière professionnelle, est-ce qu'on va toucher suffisamment d'argent pour pouvoir rester pendant longtemps, ou, mener une très belle vie après la carrière, à l'instar des footballeurs? Donc je divise un peu, tu on vois, dans sait ces que non. exactement. On sait que pas encore, en tout cas, à part que, il y a quelques exceptions aujourd'hui, mais même, on n'est pas à des niveaux qui permettent de faire une vie, avec ce qu'on gagne en carrière, en tout cas C'est dans le toujours football. c'est toujours l'élite. Même chez les garçons, c'est toujours on regarde cette élite, on dit, «Bah, ouais, les joueuses de c'est pas ce club ou tel club, elles gagnent suffisamment pour vivre». Oui, mais à côté ou en bas, il y a, oui, 8 ou 9 autres clubs, avec des salaires, très bas qui ne permettent pas en fait d'avoir cette, stabilité, ou de pouvoir, je sais pas, se consacrer à 100 à ma carrière de footballeuse. C'est toujours ça le Mmh, la mmh clé. mh. Oui, et il faut avoir en tête, je crois que tu as raison d'insister là-dessus, c'est que aujourd'hui, hem, les doubles parcours, sont quasi obligatoires, pour, tout le monde, et je crois que ce qu'on souhaiterait toutes, c'est qu'ils soient, choisis plus que subis, en fait. Qu'ils soient choisis parce que, c'est intéressant, en fait, d'avoir, des doubles cursus et de pouvoir se mettre en position après carrière de choisir, en fait, d'avoir d'autant plus de choix. Mais on a aussi besoin, quand on évolue au plus haut niveau, de pouvoir se consacrer pleinement, à ce parcours sportif, en fait, qui est très exigeant. Et Et toi qui as joué, pour ton équipe nationale, bah, c'est très exigeant, en fait. Même si c'était pas un niveau totalement professionnel, ça reste, très exigeant. Et ça reste très exigeant, et moi, si t moi je suis un peu ce reflet de toutes les autres footballeuses au Liban. Si tu prends vraiment la globalité des footballeuses qui ont joué depuis les années 2007-2008, parce que le premier championnat au Liban était en 2008. Si tu prends toutes les joueuses, la moyenne des joueuses, c'est, niveau études, c'est un master 2. Parce que c'est franchement obligatoire. Le football ne va pas te permettre de jouer pendant très longtemps. Mmh. C'est juste maintenant qu'on a un peu ces exemples de professionnalisation. Bah, sinon, bah, études, études, études. Si tu as un examen ou un entraînement, tu rates l'entraînement, tu rates pas l'examen. Même si tu peux le rattraper après. C'est là où c'est différent par rapport à l'exemple français, où il y a vraiment un peu cette présence maintenant du projet, sportif qui prend un peu le dessus, et le projet footballiste scolaire reste là, mais prend une dimension un peu moins exigeante, dans le sens où si je dois réussir ma carrière de footballeuse, je dois me consacrer à 100 parce que ça nécessite un travail à 100, tu vois? Ouais, 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 c'est ça, et en plus, on sait très bien que, au plus haut niveau, on est en concurrence mondiale, en fait,
et que du coup, on doit aussi se projeter par rapport à ça. C'est, j'ai pour sortir du foot, et passer au rugby, on sait qu'en France, on a 30 jou une trentaine de joueuses de rugby qui sont sous contrat avec la fédération, sous contrat à plein temps avec la fédération, donc qui sont professionnelles. Hem, alors que, les joueuses du championnat sont, au mieux semi-pro. Et à côté de ça, en Angleterre, le championnat, il est quasiment professionnel et du coup, on a des joueuses qui vont s'entraîner, 10-12 heures par semaine et qui vont jouer contre celles qui s'entraînent, plus de 20 heures et le gap, en fait, heu et ben, il s'amplifie. Donc tous ces éléments, ils sont très importants. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir parce que on a parfois des lectures un peu à la va-vite. Hem, tu parles de normes, on parlait de l'importance des normes sociales, comme, frein. Toi, tu as une connaissance assez intime, non seulement du Liban, mais plus largement de ce qui se passe dans les pays arabes et on voit des évolutions, on se dit toujours, «Oui, c'est bien, mais c'est pas comme chez mais quand même», enfin, tu vois ce que je veux dire? On peut avoir des préjugés par manque de connaissances, une mauvaise compréhension des évolutions et j'aimerais bien que toi, tu nous partages un petit peu ta lecture de ces changements en termes de socialisation, en fait, plus largement dans les pays arabes. Moi, je suis quelqu'un qui est très convaincu que, en fait, c'est important de comparer. Moi, j'ai fait un travail de comparaison, mais le point principal dans ma comparaison, c'était de prendre en considération les normes sociales ou, les traditions de chaque culture. Je ne peux pas venir comparer le Liban avec la France en prenant en considération la situation française au Liban. Faut vraiment, heu, insérer un peu le projet d'une footballeuse au Liban dans tout ce qui se passe autour, que ce soit politique, que ce Bien sûr. soit religieux, culturel. Et c'est là où c'est un peu aussi c'est très intéressant, c'est pas un peu intéressant, très intéressant avec les pays arabes, où c'est très, spécifique d'un pays à l'autre. Nous, au Liban, on a un peu cette chance, qu'on a toujours eu un peu cette ouverture, aux pays de l'Europe, surtout par exemple à Mmh la mh. France, le mandat et tout. Mais nous, on n'a rien à voir avec la Jordanie. Même si la Jordanie, en ce qui concerne le football féminin, elles ont des années et des années d'avance par rapport au Liban. Parce que en Jordanie, ils ont eu un prince, le prince Ali, qui voulait être président de la FIFA, qui travaillait à la Confédération asiatique. Oui, c'est vrai Tous qu'il les était candidat. il a mis tous les moyens possibles pour mettre en valeur le football féminin, jordanien. Et à l'époque où la Jordanie jouait, des qualifications de coupe du monde, je sais pas quoi, nous, on n'avait même pas des rassemblements, de matchs entre nous, où tu vois, on s'entraînait même pas. On s'entraînait une fois chaque mois. Donc ça se voit que là, même D'accord. si c'est 2 pays très différents, on voit que chaque pays a ses spécificités. Il y a l'exemple très pertinent en ce moment, c'est bien sûr l'Arabie Saoudite. La Oui. dernière fois, j'ai parlé avec des amis, je leur ai sorti un chiffre et c'était des amis ici en France et elles étaient choquées. L'année dernière, pour le championnat scolaire saoudien, il y avait 70 000 petites jeunes âgées entre 8 et 12 qui voulaient faire du foot. Il y a 70 000 filles qui ont fait du foot. C'est énorme, mais ça reflète que dans la société saoudienne, ça avance. Parce que pendant très longtemps, les filles et les femmes n'avaient pas le droit de jouer au foot, n'avaient pas le droit de conduire, n'avaient pas le droit d'avoir les mêmes, droits humains. Et il y a une sorte de changement. Est-ce qu'on est vraiment les experts à venir analyser ce changement? On ne l'est pas. C'est vraiment très spécifique au cas saoudien. Il y a les experts du milieu Mmh. saoudien qui vont nous montrer tout ça ou, faire des analyses dans le futur. Mais moi, après 15 ans de foot au Liban ou une vingtaine d'années au Liban, on n'arrive même pas à avoir 1000 joueuses actives. Là-bas, dans le championnat scolaire, c'est 70 000. Ils bénéficient du fait que c'est un pays énorme avec, tu vois, beaucoup de moyens financiers, mais aussi beaucoup de moyens humains. Il y a cette volonté de faire du foot, tu vois? Intéressant, c'est que sur l'Arabie Saoudite, on a bien sûr, vu la partie très visible sur le foot masculin avec, le recrutement des Ronaldo, Benzema, heu, N'Golo Kanté, enfin de beaucoup de stars en fait du jeu et donc beaucoup d'argent, engagé.
Hem, on a vu aussi l'émergence d'un championnat féminin et nous, on a des joueuses, emblématiques du championnat de France qui sont parties, en Arabie Saoudite. Je pense à Amel Majri, je pense à, Keira, Hamdaoui, je pense à Amraoui, pardon. Je pense à Jennifer Marozan et Sarah Bouhaddi, entre autres. Hem et donc on a vu hem, cette émergence d'un championnat, professionnel, féminin. Mais ce qu'on sait pas, c'est ce que tu dis là, c'est que, il y a aussi 70 000 jeunes filles, de tous âges qui jouent au foot, qui se sont mises au foot et qui jouent dans le cadre de championnats, organisés. Et donc ça, c'est pas la même chose parce que ça, c'est pas la partie visible. Donc ça c'est plus un signe de transformation en profondeur, que de volonté, juste de mettre un truc sur la carte, quoi. Et tu vois, par Ouais. exemple, ça en fait, faut tu sors le chiffre, tu dis 70 000, mais ça veut dire qu'il y a aussi derrière 70 000 pères, 70 000 mères qui ont accepté que leur fille fasse du foot. Ça veut dire des entraînements dans la semaine. Et une fille qui a commencé à faire du foot à l'âge de 8 ans là-bas, avec tous les moyens financiers disponibles, si elle arrive à l'âge de 18 ans, elle pourrait espérer, continuer sa carrière d'une façon professionnelle. Les filles qui jouent maintenant dans le championnat, elles sont bien conscientes qu'il y a un écart dans le niveau entre elles et une certaine Amel Majri. Parce qu'Amel joue depuis qu'elle est Mmh. petite, tandis qu'elle, elle vient de commencer de jouer, tu vois? Mais, mmh, faut contextualiser tout ça. C'est vraiment avec cette vision de Saoudi, de 2030, il y a eu tous ces Mmh changements, mais mh. ça prend du temps pour remarquer. Au Maroc, le premier et le 2e niveau de championnat là-bas, c'est professionnel. Les filles ne font que du foot et Ouais. dans d'autres pays européens, on n'a même pas encore franchi ce niveau, tu vois? Vraiment très Oui, clairement, en clairement. Irak, tu as pas de championnat de football, tu as un championnat de futsal. Au Qatar, avec tout l'argent, avec une équipe de football féminin ou un club comme le Paris Saint-Germain, le football au Qatar peine à se développer. Donc c'est vraiment très très spécifique à chaque, gouvernement, à chaque, société, où elle en est. Est-ce qu'elle a envie de prendre cette étape maintenant ou elle a encore peur, tu vois? Ou, elle a pas peur, mais elle hésite à prendre le pas. Mmh, mmh mh. Donc ces freins, en fait, qui sont un peu partout, qui sont, un peu les mêmes, mais plus ou moins développés. On n'a pas parlé de ce qu'on appelle plus largement les stéréotypes de genre, hem, mais sont un peu quand même, inscrits dans tout, en fait, à tous les niveaux. Et toi, quand tu dis que ce sont finalement les pères, les frères, qui ont un rôle, majeur, là, on est un peu au cœur de la mixité, nécessaire, en fait. Oui, je dirais que c'est une question de mixité, mais aussi une question d'inclusion, dans le sens où une jeune fille qui a l'habitude de jouer avec ses frères va en fait, ne va pas avoir les mêmes obstacles, en quelque sens, qu'une fille qui n'a jamais pu faire du foot ou être entourée par d'autres membres qui la poussent, tu vois? Et et moi, c'est une des meilleures un des meilleurs moyens de déconstruire ces stéréotypes de genre, c'est de créer ce changement vraiment au niveau, des grassroots, au niveau des jeunes, des à l'école, dans les petites académies de foot, de parler de football féminin, de montrer aux jeunes que ça existe, bien sûr à travers les médias, tu vois? Mais c'est là où Oui, tous ces stéréotypes de genre se déconstruisent et c'est même un travail personnel de chacun de nous. On sait bien ce cliché, tu vois? Genre, bah, oui, j'ai eu un bébé, bah, le garçon, c'est une voiture, la fille, c'est une Barbie rose, tu vois? C'est vraiment ces clichés ou ces stéréotypes tellement ancrés dans la société qu'il faut déconstruire tout petit à petit et en fait, c'est le foot aussi qui est vraiment très, influencé par ces stéréotypes. Mais on y arrive, doucement mais sûrement. et ça, c'est un travail qui est à faire, à tous les niveaux, en fait. Hem, dans chaque organisation, à tous les niveaux de chaque institution, fédération, ligue amateur, club, enfin ligue régionale, ligue départementale, club.
équipe, enfin à tous les niveaux, il faut faire ça. Il faut évidemment, enfin quand je dis il faut, heu, ce serait important que ça soit mené vraiment à tous les niveaux et et il y a une des choses sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, mais tu disais tout à l'heure, le football, c'est un sport construit par les hommes pour les hommes et je dirais même qu'il est, très souvent, il a été, médiatisé, pour les hommes, construit par les hommes pour, du sport masculin et médiatisé pour les hommes, pour un public, masculin. Hem, c'est là qu'on en revient à l'importance finalement d'avoir, des femmes présentes dans dans le sport à tous les niveaux, de la gouvernance à l'organisation, dans la structuration des clubs, dans finalement tous les métiers et dans tout ce qui tourne autour du sport et et pas que des, soccer moms comme on dit aux États-Unis, donc les mamans qui accompagnent, mais qui finalement ont pas forcément de rôle. C'est important pour le coup, cette mixité-là, elle est très importante. Et je pense c'est là où il y a le plus où l'impact est le plus important. Ce changement, grâce aux médias, moi je dirais surtout grâce aux réseaux sociaux. Dans le sens, si tu prends maintenant une jeune fille âgée de 7 8 ans, la probabilité, si tu lui poses une question sur, sa joueuse ou, son joueur préféré, il y a une très forte probabilité qu'elle va choisir Alexia Putellas. Mais, moi je connaissais aucune footballeuse avant un certain âge. C'est pareil pour toi, j'imagine, c'est pareil pour toutes les autres Bien sûr. générations avant nous. Moi, en France, à chaque fois que même avec toi dans le podcast, à chaque fois, le moment qui sortait à chaque fois, c'était Marie-Josée Pérec, par exemple. Même si peut-être il y en avait beaucoup plus, mais parce que c'est elle qui a un peu tracé cette visi ou elle a bénéficié de cette visibilité, elle a pu impacter beaucoup d'autres jeunes filles et même des garçons. Donc c'est là où les médias jouent un rôle indispensable, que ce soit en mettant en lumière des sportives elles-mêmes, en mettant en lumière des entraîneurs, des dirigeantes, quand on va voir un jour une présidente à la tête de la FIFA, ça va tout changer. Mais il faut vouloir faire ça, tu vois? Beh, écoute, oui, il faut espérer, que ça change tout. On peut, toutefois encore se poser des questions, mais hem, voilà, c'est peut-être pas demain la veille, malheureusement. Tout à fait. Hem Assil, une fois qu'on a parlé de tous ces freins, donc là, on a commencé à parler des leviers. Donc les leviers, c'est, heu, la présence de c'est les médias évidemment et là, on a les réseaux sociaux qui sont, un des éléments clés de la médiatisation du sport féminin. C'est là qu'on va commencer à adresser, tout ce que tu fais, parce que certes, tu as fait une thèse, sur ce sujet. Je suis née pour, jouer au football, socialisation, des joueuses en France et au Liban. Mais tu es aussi journaliste, tu es aussi créatrice de contenu, tu as aussi un podcast, tu es aussi consultante en stratégie. Tu es notamment intervenue il y a pas très longtemps sur une table ronde dédiée au sujet de l'adoption de l'IA, dans le sport féminin. Donc, tu as une vision qui est quand même très transversale, plus très internationale. Je t'ai écouté dans un podcast américain, j'ai pas j'ai pas écouté tes podcasts en arabe parce que je les comprends pas, mais enfin, je veux dire, tu incarnes quand même, hem, beaucoup de choses et tu fais beaucoup de choses. Donc, en termes de levier prioritaire et de la façon, si tu veux, de débloquer les choses pour le football, féminin, football pratiqué par les femmes en France et au Liban, qu'est-ce qui te paraît le plus important? Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'est-ce que toi, je te demande pas la baguette magique, hein, parce que c'est ça moi je crois pas trop aux baguettes magiques, mais quelles sont la somme de toutes les petites choses qu'on peut déjà faire pour faire bouger les lignes? Avant Et à tout, tous c'est les niveaux, sûrement un hein, travail. pas qu'au niveau professionnel, hein, à tous les niveaux, hein.
c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un travail, qui ou bien c'est vraiment un investissement qui va être fait pas par un acteur, c'est par tout le monde en même temps, tu vois? Mais si là, je dois vraiment choisir, mettre un peu tout mon corps dans un joueur clé, on va dire, de cette dynamique, c'est sûrement l'argent. L'argent, l'argent, l'argent et la visibilité indépendante. Dans le sens où là, je vais encore une fois rebondir un peu, tu vois, sur cette différence, libanaise, saoudienne, française, américaine et tout. Moi, pendant très longtemps, j'étais convaincue, que en France, ce qu'on avait besoin, c'était surtout cette visibilité grâce aux clubs déjà présents. Dans le sens où le Paris Saint-Germain, le club, va mettre la visibilité sur son équipe féminine. Pareil pour Marseille, pareil pour l'Olympique Lyonnais. Parce que j'étais bien consciente, ou c'était un peu mon approche à l'époque, qu'on avait vraiment besoin de ce qui était déjà construit pour améliorer. Là, ça fait quelques saisons, avec la prise de recul, avec tous les échanges que j'ai, même en observant ce qui se passe, je suis de plus en plus convaincue que c'est un investissement qui doit être fait sur l'équipe féminine d'une façon très indépendante. On doit un peu séparer un travail très intéressant par un sociologue italien, Valentino. Je pourrais au pire te t'envoyer, comme ça tu pourras l'ajouter Mmh. dans la bio, où il parle que pendant très longtemps, il y a les clubs qui ont construit ou créé des sections féminines au sein de leur institution parce qu'on pensait que c'était la meilleure stratégie ou le meilleur business model. On a remarqué avec le temps que ce n'était pas le meilleur. Parce que ça veut dire que, bah, c'est très bien d'avoir le Real Madrid qui est une équipe féminine, mais l'équipe féminine va toujours être de côté. Tu vois? Moi, à un moment donné, j'avais peur un peu avec cette prise de risque par l'OL avec l'OL Lyon parce que, ah, bah, déjà, vous touchez à mon OL. C'est l'OL que je suivais depuis que j'ai, tu vois, depuis que j'ai 12 ans avec Juninho et tout. Vous changez de logo, vous faites tout ça. En fait, ça a permis une toute autre visibilité, une indépendance, un éloignement un peu des joueurs de l'équipe masculine. Donc, en France, c'est la solution. Au Liban, on n'est pas encore à un stade où on peut être indépendante. On a besoin de l'appui des équipes des garçons. Nous, le budget tout au long de l'année chez les filles ne dépasse pas les 10 000 $, tu vois. Mmh Ça veut mh. dire que, en gros, pour que je puisse créer un club au Liban, je dois prendre de l'argent de la banque. Mais si j'ai des clubs masculins phares qui me soutient pendant une saison ou deux, ça va me permettre d'avoir une meilleure visibilité. Donc c'est Bien chaque sûr. situation ou chaque pays. En Arabie Saoudite, c'est les clubs des hommes qui soutiennent l'équipe féminine parce qu'il y a les moyens financiers. C'est pour cela qu'ils arrivent à avoir une certaine Zaïfer Marozan avec toute Mmh cette mh. visibilité et cette nécessité financière, tu vois. Bien sûr. Donc pour moi, c'est l'argent parce que tu peux mettre tout ce que tu veux niveau médias, tu peux faire tous les changements à l'école, dans les fédérations, mais en fait, s'il y a pas de l'argent qui suit, ça sert à rien, tu vois? Moi, je partage tout à fait ce que tu dis, à savoir que l'argent, évidemment, c'est le point clé. Mais après, pour que l'argent vienne, en fait, il faut que, la structuration le permette. Et donc c'est là que, enfin le système institutionnel, heu, est hyper important. Par exemple, en France, on n'a pas encore cette possibilité, de créer des ligues, professionnelles féminines. Ça va venir, le texte de loi devrait enfin être présenté, et même si on l'appelle communément, la loi sur la gouvernance du foot pro en pensant qu'au foot masculin, en fait, il y a des articles de ce projet de loi qui sont essentiels pour le sport féminin, justement avec cette possibilité future de créer des ligues, indépendantes. Et en fait, on a besoin finalement Heu, en fait, pour que l'argent arrive, il faut que les pouvoirs de décision lui soient associés. Et c'est quand la décision est loin de l'argent, l'argent n'arrive pas. Et en fait, tout ce système aujourd'hui en France où finalement le pouvoir, il est dans les fédérations, mais il est pas dans des ligues, donc il est pas au club et c'est plutôt dans les clubs que les gens investissent. Ça ne favorise pas, l'engagement. On voit bien que le modèle de ligue fermée américain fonctionne, beaucoup mieux. Évidemment, les Américains, ils ont la culture, du business et de l'investissement, mais la structure de ligue fermée, est aussi très favorable à cet engagement, en fait, parce que Après, c'est tu les vois, là clubs finalement qui décident. exactement. Après, tu vois, là, je pense, c'est là où
peut-être il y a un peu une sorte de contrainte avec le système européen ou français où on est tellement habitué à ce système de descente, tu vois, relégation et ascension où on se dit, est-ce qu'on est prêt à prendre cette étape, tu vois, très, très, très importante, en même temps qui va changer tout le visage professionnel français ou européen, tu vois. Donc c'est pour cela que peut-être pour le système féminin c'est différent. C'est un vrai sujet ce que tu dis et tu sais, on dit souvent qu'il faut pas forcément répéter des modèles et qu'il faut en construire des spécifiques. Hem, on c'est une réflexion qui mérite d'être menée, sans doute, parce que le sport féminin se construit sur un terrain qui est déjà très largement occupé par énormément d'autres, activités, que ça soit, le sport masculin, que ça soit de l'entertainment, que ça soit, alors les réseaux sociaux, enfin, je veux dire les opportunités, de faire autre chose que du sport féminin, elles sont immenses. Là où quand le sport masculin s'est construit, les opportunités de faire autre chose, elles étaient assez faibles, en fait. Et tu vois, tu vas de résumer un peu le point où, ce que à chaque fois les socio-historiens évoquent. C'est que nous, en termes de personnes actives un peu dans le monde du sport féminin, on est en train, en fait, de changer, heu, une situation qui est là depuis des années et des années. Parce que, bah, prenons le foot, c'est 50 années d'arrêt de jeu. Pendant toute cette période, le football Mmh, masculin a construit tout son système, économique, son business model. Heu, exactement. les stars, les Maradona, les Pelé jouaient à une époque où on n'avait pas du football féminin. Donc on est là à un peu vouloir fermer un peu cet écart, mais en fait, l'écart est déjà énorme. Bah, déjà Mmh, les salaires, on n'y pense même pas, mais moi je le dis toujours: «Est-ce qu'un certain joueur de foot a vraiment besoin de 100 millions de dollars par année?» C'est juste parce que le système le permet, tu vois? mmh, Donc il y a vraiment un peu cet aspect de start-up dans le football féminin, le sport féminin, où faut essayer, voir ce qui marche, s'inspirer d'ailleurs, heu, oui. expérimenter, en fait. C'est pour ça que ça va prendre du temps. C'est savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Est-ce que le storytelling est vraiment indispensable? Est-ce que hier, j'ai vu un article d'une personne qui dit que peut-être faut changer les lois du sport, féminin ou le football féminin, le rendre un peu plus adapté au corps des femmes. C'est une approche très Mmh, naturaliste, je suis contre, mais c'est des analyses. Il y a toujours des personnes qui veulent analyser, qui veulent mmh, pour mmh, voir mmh. ce qui est la meilleure, portion magique, tu vois? Ce qui en fait, la réali enfin, moi, ce que je pense vraiment, c'est que le plus important, c'est de ne pas comparer. Voilà, en fait, le sport, c'est un terrain de jeu pour tout le monde. C'est un terrain de jeu pour les hommes, c'est un terrain de jeu pour les femmes. Il y a certains terrains de jeu qui sont mixtes et c'est très bien. Hem, mais quand le terrain de jeu, il est, féminin, hem et ben, il est féminin, en fait, et qui se joue avec les mêmes règles exactement ou pas, je veux dire, c'est pas très important, en fait. Moi, quand je vais voir un match de basket et j'y suis allée récemment en emmenant beaucoup de monde du business club que j'ai amené à Lyon, mais personne m'a dit, «Ça donne pas comme Wembayama». Tout le monde m'a dit: «Ah bah, c'est super, on est en» tout le monde m'a dit: «C'est super, on est en bord de terrain, waouh, quand même, on voit que c'est intense» et donc voilà, le très haut niveau, il est intense, il est, sur la perf, heu, c'est un super spectacle et c'est ça qu'il faut réussir à diffuser comme message et pour revenir sur ce que tu disais sur la construction des clubs comme, comme entités séparées ou mais finalement, que ça soit une entité séparée ou encore une équipe dans le même club, ce qui est important, c'est d'avoir un narratif, d'avoir une construction, commerciale et marketing, d'avoir quelque chose qu'on raconte autour de cette équipe et parfois, ce qu'on raconte autour de cette équipe, ça peut être que cette équipe incarne totalement l'ADN du club, ce qui était le cas cette saison du FC Nantes.
où l'équipe finalement incarnait totalement l'ADN et le jeu du FC Nantes et a fait une super saison. Mais ça reste une histoire qui est construite sur le territoire, là où Marseille a décidé, tout en gardant le club dans, dans le périmètre du club, hein, même s'il y a une structure juridique dédiée, de construire une nouvelle histoire autour d'un nom, euh, les Marseillaises. Donc c'est ça qui est assez formidable en fait, c'est que aujourd'hui il y a cette liberté de construire des histoires et du coup des chemins et on est impatient de savoir ce qui va se passer avec Montpellier pour cette deuxième saison euh, de Crooks comme nouvel actionnaire. Achille, je voudrais qu'on parle un petit moment du réseau que tu as créé. Tu as créé un réseau qui s'appelle Réseau Femmes dans le sport, qui est un groupe WhatsApp assez assez dense. Je crois qu'on ne doit pas être loin de 700 C'est ou ça. peut-être plus. Enfin, c'est toi qui sais, mais 700 à peu près aujourd'hui. C'est un groupe très riche avec des profils fantastiques, avec des femmes qui font des choses tout à fait différentes dans le sport. Mais tu as aussi bien des vice-présidentes de fédération que des étudiantes, que des entrepreneuses dans le sport ou des sportives, des super championnes, etc. Toi, quand tu as créé ça, c'était quoi ton objectif? Alors moi, c'était surtout de créer une sorte de pont entre les actrices. Parce que j'ai créé le réseau l'année dernière, donc le réseau existe depuis plus ou moins 1 an maintenant. On a dépassé les 700, je pense on est 706, 707. Et en fait, depuis mon arrivée en France en 2021 jusqu'à la création du réseau, j'avais en quelque sorte l'impression qu'il y a une sorte d'isolement d'isolement dans ce secteur un peu de femmes dans le sport. Mais et si cet isolement n'existe pas, les ponts entre les actrices sont toujours les mêmes. C'est entre les sportives elles-mêmes, c'est entre les chercheurs elles-mêmes. Des fois, c'est entre peut-être les employés d'un même club où on n'arrive pas trop à construire des relations autour. Et j'ai voulu créer une sorte vraiment des ponts un peu entre tout le monde parce on ne réalise même pas à quel point les profils sont vraiment variés et différents. Tu as parlé d'athlètes, de dirigeants, de vice-présidentes, de chercheurs, de journalistes. En fait, il y a aussi beaucoup de femmes, peut-être une femme qui vient d'un monde totalement différent, qui a voulu s'engager. Peut-être elle a juste besoin d'une personne qui vient l'accompagner pour lui expliquer un peu le milieu. Peut-être t'as quelqu'un comme moi qui a un peu cette expertise ou cette double casquette, mais qui a juste, je sais pas, besoin d'un accompagnement sur ce point précis. Donc vraiment, c'est créer ces liens et en fait, s'entraider, tu vois? C'était vraiment le mot. Quand j'ai créé le groupe, je me suis dit: Il y a le mot clé, moi, à mon avis, c'était vraiment s'entraider. Vouloir, Mmh. heu, aider les autres tout en créant son propre réseau, tout en, heu, faciliter l'accès aux opportunités. Et c'est ce qui se passe parce qu'on le voit que ce soit que ce soit une étudiante qui fait une thèse et qui a besoin d'accès à quelque chose, enfin à quelqu'un ou à une institution, ou que ce soit quelqu'un qui lance un nouveau concept et qui a besoin de le tester, ou ben moi quand j'ai lancé mon podcast, j'étais très contente de le partager. Enfin, donc et on a finalement toute la même fibre. euh, et on a l'impression de se connaître en fait. Et ça, je trouve que c'est la force de ce réseau, c'est quand je vais voir un post LinkedIn, je me dis ah mais oui, mais elle est dans le réseau Femmes dans le sport. Donc en fait, on est dans le même réseau. Donc ça favorise vraiment des interactions facilitées, je trouve. Et tu veux, il y a un Et autre point, je pense que peut-être que c'est un avis que j'ai qui peut être différent un peu du tien, dans le sens où on n'a pas le même, on va dire, le même vécu là-dedans. Mais moi, par exemple, des fois, je n'osais pas contacter une telle personne ou une telle personne parce que je me disais, oh là là, mais en fait, elle est tellement dans une place très haute dans hiérarchie que peut-être qu'elle va même pas avoir le temps de me répondre. Et en fait, d'un coup, je trouve qu'elle rejoint le groupe et
elle m'envoie elle m'envoie un message où elle me tutoie. Elle me dit: «Ah, on est déjà passé au tutoiement», tu vois? Genre, on n'est même pas dans un stade où j'ai peur de prendre contact avec elle. Ça se fait très naturellement. Je pense que c'est parce que c'est surtout un peu un milieu de confiance et où on a vraiment établi un peu cette dynamique, tu vois? Donc, c'est pour ça que je suis un peu fière de ce petit bébé que j'ai construit. Ah, tu peux être très fier parce que je pense qu'il y a un autre, il y a un autre point qui est hyper important, c'est l'éducation, en fait. C'est l'éducation qu'on se donne les unes aux autres sur des sujets qu'on connaît et il y a des et là-dessus, il y a des partages. Bon, évidemment, on pense à Béatrice Barbus, qui est qui est dans le groupe et qui partage, volontiers, en fait, et facilement. Donc, en fait, tu as trouvé quelque chose, tu as créé quelque chose qui permet ça. Et c'est hyper instructif, en fait. Et tu vois, des fois, comme tu l'as dit, peut-être que toi, tu vas regarder quelque chose, tu vas dire: «Ah ouais, c'est intéressant». Et après, tu vas lire sur le groupe des réflexions, que ce soit sociologiques ou psychologiques ou peu importe. Je veux dire: «Ah ouais, c'est intéressant, mais» tu vois? Parce qu'il y a un autre œil, une autre analyse, un autre point de Mmh. vue qui vient grâce à leur expérience, à leur propre vécu et qui vient, en fait, un peu, illuminer ton analyse, personnelle. Et c'est ça, c'est ça l'intérêt d'avoir autant de profils, différents comme tu l'expliques. Hem et franchement bravo, hem, bravo, c'est une vraie réussite. Et puis il y a aussi les petits moments sympas, enfin moi j'ai en tête, alors c'était un peu le début du réseau, je sais pas si c'est encore possible de faire ça, mais tu te souviens de l'Euro, 2025? Et de ces Oui, de ces on l'a enfin, je veux dire, on a fait des watch parties sur le groupe WhatsApp, en fait, et c'était hyper sympa, et je pense qu'on a appris aussi à se connaître, comme ça, sans compter celles qui étaient sur place, qui nous envoyaient des photos, qui nous disaient: «Non, il y a» qui nous demandaient s'il y avait péno ou pas péno, enfin des trucs, des c'est hyper vivant, et donc écoute, bravo, je pense que moi c'est vraiment la base de quelque chose qui peut contribuer vraiment à, à faire la promotion du sport féminin, parce que plus il y a de femmes, engagées, mieux c'est, et on est tout à fait conscient que, la finalement la mixité, elle va être atteinte s'il y a plus de femmes, parce que c'est plus ça le sujet que le manque d'hommes. et c'est surtout ça et je trouve que c'est aussi plus on a de femmes dans le milieu sportif, plus on va avoir accès à des opportunités, mais aussi plus ça va être facile de en fait mettre en lumière ou avoir plus de visibilité sur ces profils qui, par la suite, comme je l'ai mentionné au début, ça va permettre à une petite jeune qui vient de sortir des études de STAPS Mmh, de voir, une certaine Béatrice Barbus et dire: «Bah, OK, tu regardes qu'est-ce qu'elle a construit, j'aimerais faire pareil». Et avant, ouais. peut-être qu'elle n'avait pas trop accès à tout ça. Donc c'est ce que j'aime, Ouais. tu vois? Heu et c'est pour ça Le que j'aimerais construire là-dessus, trouver quoi faire pour la suite, comment développer le réseau, comment le faire vivre, peut-être, à des séminaires. Je suis vraiment en pleine réflexion à quoi faire par la suite. Eh ben, écoute, à ta dispo, évidemment, pour réfléchir à ça. Asil, on pourrait parler des heures, mais on a un petit timing, et j'ai 2 questions pour toi qui sont nos questions signature. Alors la première, c'est: quel est ton moment de sport féminin? Je vais pas trop parler, j'ai 2 très rapides. Le premier c'est un peu personnel. C'est quand pour la première fois j'ai joué avec l'équipe nationale et j'avais, chanté l'hymne national. J'avais 18 ans, c'était avec l'équipe nationale U19, c'était et moi je trouve là j'adore la Marseillaise, c'est un de mes hymnes préférés, mais je trouve l'hymne national libanais, pour ceux qui connaissent l'arabe, c'est un des plus beaux en termes de paroles et c'était vraiment un moment qui m'a vraiment marquée, même si par la suite j'ai eu beaucoup de problèmes avec la fédé, avec, le milieu footballistique et d'un point de vue plus de fan ou de femmes engagées dans le football, c'était la finale de 2022 à Turin. Je suis arrivée en France en 2021, donc j'ai vécu cette saison avec, l'Olympique Lyonnais, en tant que spectatrice. J'arrive à Oui. la finale 2022, j'étais à Turin là-bas. J'ai vu Mmh. toutes ces personnes engagées pour le sport, un stade plein, la façon comment l'OL a gagné aussi
et franchement, c'est là où je me suis dit, «Je termine la thèse, j'ai vraiment envie de travailler, avoir un poste pour contribuer au développement d'une pratique, fun, en fait», tu vois? C'est vrai que cette finale, c'est un moment exceptionnel avec, le but d'Amandine. Ouais, tout à fait. Bon, la dernière question, c'est et tu vas beaucoup l'aimer cette question, c'est que signifie pour toi le mot coalition? Je l'attendais parce que j'écoutais tous les épisodes, je l'attendais. Moi, pour résumer, je dirais créer le changement en étant unis. Je le Bah, résume écoute, tout simplement. C'est vraiment cette c'est vraiment force. ce que tu fais. C'est exactement ce que tu fais toi par ton réseau, par la façon dont tu réunis les mondes et par toutes les activités que tu as initiées. Donc c'est un mot qui te va très, très bien en fait. C'est beau, ouais, ouais. Je suis bien fière. Je sais que c'est un impact très important et je suis vraiment très fière de ça, ouais. Eh ben, tu peux. Écoute Achille, merci 1000 fois pour tout. Je pense que celles et ceux qui vont écouter vont apprendre des choses. Moi, j'en ai appris beaucoup et on se voit très bientôt dans ton réseau et en dehors. Merci à toi, Sophie. Merci beaucoup. C'était Coalition, le podcast de Sport Power. Merci de nous avoir écoutés. Et pour suivre toute l'actualité business du sport féminin, abonnez-vous à notre page LinkedIn et à notre newsletter sur le site sportpower.com. Et surtout, rejoignez-nous dans la coalition.